Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 juillet 2026 et nos chers amis Larry Johnson et John Wood sont de retour parmi nous. Bon retour à vous. C'est bon d'être de retour. En fait, je ne savais pas que j'étais parti, mais d'accord, moi non plus. On nous retient en otage, envoyez les secours. On va commencer à cligner des yeux, en code Morse. Peter Griffin est ici. Permettez-moi de vous montrer ce qu'a rapporté le New York Post. Il dit « La précision effrayante des missiles iraniens suscite des craintes. Des adversaires aident Téhéran à cibler les troupes américaines et les sites de la CIA. » Il y avait aussi un article de Reuters, et voici ce qu'ils ont dit. Je pense que c'est l'élément de preuve principal qui a conduit les analystes du renseignement à se pencher sur cette question. Mais n'oublions pas non plus que l'Iran et la Russie coopèrent sur les drones et les technologies de drones depuis au moins 2 ou 3 ans. La Russie a acheté le drone iranien Shahed 136, puis a commencé à fabriquer sa propre version. Les Russes ont amélioré leur modèle en y intégrant un système de guidage qu'ils ont eux-mêmes conçu. La question est donc de savoir si, oui ou non, ou du moins l'une des questions soulevées est de savoir s'il existe des preuves qu'ils ont fourni ce système de guidage à l'Iran. À ce stade, il n'y a aucune preuve. Mais nos sources nous disent que la Russie a bien apporté des améliorations technologiques aux drones utilisés contre l'ambassade américaine à Riyad, en Arabie Saoudite. Et cela a contribué à la précision de la frappe qui a fini par endommager l'antenne de la CIA à l'intérieur de l'ambassade. Juste une précision technique. Vous savez, on parlait portugais avant de prendre l'antenne, mais il a mentionné Shahed. Le nom, la prononciation correcte en persan, c'est Shahed. Shahed, ça veut dire témoin, mais Shahid en persan veut dire martyr. Larry, allez-y. Selon vous, que s'est-il passé? Bon, pourquoi cette histoire sort-elle maintenant? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que l'attaque contre la station de la CIA a été rapportée il y a 4 foutus mois. Ben oui. Et alors, la Russie et la Chine soutiennent l'Iran? Non. C'est quoi leur prochain titre? Le soleil se lève à l'est. Oh mon Dieu. Vous avez vu cette sphère jaune qui s'est levée au-dessus de l'horizon? Ou, vous savez, un chien poursuit une voiture. Donc moi je vois ça comme, j'appellerais ça de la propagande. Pas parce que c'est pas vrai. Je pense que c'est absolument... Vous savez, si quelqu'un est surpris que la Chine et la Russie aident l'Iran, fournissent à l'Iran du renseignement, du matériel militaire, des conseils, ce sont des idiots. Bien sûr qu'elles le font. Tout comme nous le faisons pour l'Ukraine depuis, vous savez, plus de 4 ans. Enfin, vous savez, quand je vois une histoire comme celle-là, je reviens toujours à la même question. D'accord, pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Et la seule conclusion à laquelle j'arrive, c'est que premièrement, cela reflète une panique croissante en Occident et qu'ils doivent poursuivre cet effort visant à, je cite, « diaboliser la Russie à tout prix ». Or, en réalité, les Chinois ont fourni aux Ukrainiens leur système Beidou, et Beidou a joué un rôle déterminant. Vous voulez dire au niveau iranien. Enfin, les Chinois ont fourni aux Iraniens, oui, le système Beidou, ce qui les affranchit du GPS afin d'améliorer la précision du ciblage de leurs armes. J'ai aussi reçu une confirmation hier. Je le supposais, mais je n'avais aucune confirmation. Hier, j'ai eu confirmation. La Chine fournit bel et bien certaines de ses propres armes aux Iraniens, afin qu'elles soient testées en conditions de combat. Vous savez, c'est une chose de développer un système d'armes et de dire « Oh, voilà un missile hypersonique qui fait X, Y et Z, et nous l'avons démontré sur un champ de tir. » D'accord, mettons-le dans un environnement de combat et voyons s'il fonctionne de la même façon face aux États-Unis. Donc oui,
La Chine fait cela. Et d'après ce que je comprends, elle a même fourni des armements plus avancés qui n'ont pas encore fait leur apparition sur le champ de bataille. Carl, je suis d'accord avec Larry à 100%. C'est extraordinairement malhonnête de notre part de prétendre que la Russie fournit des choses à l'Iran, et je dirais presque n'importe quel équipement de guerre à cet égard, alors que nous déversons nous-mêmes des choses à Zelensky et à l'Ukraine. Bien sûr, cela fait partie d'une campagne de guerre psychologique que nous menons l'un contre l'autre. Les Européens s'y joignent, parfois de manière indépendante, parfois en coordination avec nous. Et nous mentons tous les deux en permanence à nos publics respectifs. Ce genre de choses fait partie de cette campagne. Mais comme l'a dit Larry, c'est vraiment dilatoire. Si c'est le mieux qu'on puisse faire, c'est nul. Je dirais aussi qu'il y a là un élément plus important. Nous forçons, nous contraignons en quelque sorte cette alliance entre ces immenses masses terrestres que sont la Chine et la Russie. Et je dois dire que finalement, le sous-continent va devoir entrer dans la danse sur cette question. Je ne vois pas comment l'Inde peut supporter cela. Elle va finir par devoir se jeter dans la mêlée. Peut-être qu'elle ne le fera pas, à cause du Pakistan et de ses relations redevenues soudain très chaleureuses et étroites avec la Chine. Mais malgré tout, je pense que cela va être mis de côté. Et nous allons nous retrouver face à une puissance territoriale probablement sans précédent dans l'histoire du monde. Et nous allons devoir l'affronter. Voilà ce qui nous attend, indépendamment de la campagne de guerre psychologique et tout le reste. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Larry connaît Dennis. Dennis Speed est en quelque sorte le responsable des opérations de ce groupe Larouche, avec lequel Larry apparaîtra plus tard, et avec lequel je suis déjà intervenu. La note qu'il envoie avant certaines de ces réunions est une sorte de résumé stratégique, opérationnel et tactique de la situation dans le monde, ou du moins des sujets dans le monde qui semblent les plus importants en ce moment. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça va de Lavrov et Rubio, qui se rencontrent aux Philippines. La seule chose dont ils parlent et sur laquelle ils sont d'accord, et Rubio lui explique pourquoi l'Alaska n'est pas respecté. Ah bon, vous croyez? La raison pour laquelle ce n'est pas respecté, c'est Zelensky. Enfin, clairement, il dit, Zelensky n'a pas donné son accord, donc on annule tout. Et la seule chose sur laquelle ils se sont entendus durant toute cette réunion, selon Dennis, et je pense qu'il a probablement raison, c'est le programme spatial. C'est apparemment le seul point commun que les Russes et nous avons encore dans notre relation à l'heure actuelle. C'est traumatisant. C'est désastreux. Trump a promis que nous aurions de meilleures relations avec Moscou, avec tout ce que cela impliquait. Il n'a pas fait foutrement quoi que ce soit. Au lieu de ça, il laisse les choses fonctionner en pilote automatique. Et il donne probablement un coup de temps en temps au pilote automatique pour continuer à approvisionner ce brigand, ce nazi, ce type nommé Zelensky en Ukraine, avec tout ce que cela comporte et implique. Ce qui se passe est grave, et nous ne semblons pas nous rendre compte que c'est grave, et nous ne semblons pas comprendre non plus que cela aura probablement des répercussions très dangereuses qui vont arriver assez vite. Je vois Poutine prendre assez bientôt la décision qu'il va devoir frapper des installations de l'OTAN clairement identifiables comme telles. Ce qui veut dire que ce sera probablement hors des frontières de l'Ukraine, dans un pays de l'OTAN. Et là, c'est parti. On verra ce que Trump fera dans cette situation avec son incohérence habituelle. Mais si vous lisez ce résumé que Dennis publie, on passe par exemple d'un programme alimentaire mondial qui n'a plus de nourriture, au West Texas Intermediate et au Brent qui dépasseront probablement les 130-140 $ si on continue dans cette direction.
Et surtout si la Chine décide de reconstituer sa réserve stratégique de pétrole d'un seul coup, pour ainsi dire. Regardez certaines des autres choses qui se passent dans le monde à cause de ça. Il y a des effets de deuxième, troisième et quatrième ordre à ce que Trump, pas Biden. Il ne peut plus s'en tirer avec cet argument. C'est la guerre de Trump. C'est la guerre de Trump et de Bibi. Et regardez aussi ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas abordé très en détail dans le résumé de Denis, mais c'est évoqué dans les journaux de ce matin, en particulier Haaretz et d'autres journaux israéliens qui commencent maintenant à se réveiller. Israël connaît en ce moment presque une guerre civile au sein de sa population. Non seulement ils tuent des gens dans les rues à un niveau sans précédent, non seulement ils tuent maintenant des gens en Cisjordanie à un niveau sans précédent, et bien sûr ils continuent à Gaza, mais ils connaissent des troubles majeurs dans leur propre pays. Et ce n'est pas si grand que ça. Et ils tuent des gens dans les rues. Ils arrêtent des gens sans aucune raison. Ils tuent des gens. Le gouvernement essaie de s'accrocher jusqu'aux élections qui arrivent. Israël est en train de devenir un cas désespéré. Et tout cela se passe alors que, selon mon estimation, environ 320 millions d'Américains sur 340 millions n'en ont pas la moindre foutue idée. 320 million out of 340 million Americans not having a damn clue. Cela montre peut-être pourquoi Smotrich a déclaré, il y a 2 jours, qu'il ne voulait pas faire partie de la guerre. Oui. Je veux dire, regardez cet environnement rempli de cibles. C'est incroyable. Je crois que la plupart de nos avions ravitailleurs sont là-bas en ce moment, sur les pistes et les aires de trafic israéliennes. Oui. Eh bien, je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle il a dit ça. Peut-être pas directement, mais durant les 45 premiers jours d'Epic Fury, l'Iran a infligé des dégâts importants aux 2 raffineries de pétrole cruciales. L'une à Ashdod, l'autre, la plus grande, à Haïfa. Et ces 2 raffineries produisent tout le diesel et tout le carburant d'aviation d'Israël. Ils n'ont pas d'autres raffineries. Et je pense qu'Israël, les autorités israéliennes, comprennent que si ça dégénère de nouveau, l'Iran est très bien placé pour les mettre complètement hors service. Ces missiles, encore une fois, sont guidés par le système chinois Beidou. Ils les frapperont et les détruiront. Et là, Israël est foutu, parce qu'il n'a pas de réserve de carburant d'aviation ni de diesel. Donc s'il n'y a plus de carburant pour les avions et de diesel, ça veut dire qu'on ne fait plus voler les avions de combat et qu'on ne fait plus rouler les chars ni les autres véhicules militaires. C'est pour ça que je pense qu'ils ont essayé, en quelque sorte. En fait, on entend parfois des propos assez musclés de la part de différents responsables israéliens disant qu'ils vont, vous savez, aller botter les fesses de l'Iran. Mais dans l'ensemble, ils ont essayé de dire « est-ce qu'on peut rester en dehors de ça ?» Et ils ne vont pas pouvoir rester à l'écart, surtout si la frappe qui doit avoir lieu aujourd'hui et que j'anticipe comme massive. Vous savez, la frappe dont Trump parle toute la semaine en disant qu'il va déchaîner les portes de l'enfer, etc. La riposte de l'Iran sera tout aussi massive et tout aussi dévastatrice. Et je pense que, même si j'ai vu des informations, il y a moins d'une demi-heure, selon lesquelles des bombardiers B-1 avaient déjà décollé, les bombardements, les attaques, ne commenceront pas vraiment avant la fermeture de la bourse. Oui. Et pour souligner encore davantage ce que vient de dire Larry, d'après ce que me rapportent Gary et les autres personnes du secteur pétrolier à qui je parle assez régulièrement, les Israéliens, lorsqu'ils mènent ces frappes dites à 100 avions, pour ainsi dire qu'elles soient à longue ou à courte distance, consomment essentiellement du JP4, du JP5 et du JP8, du carburant pour avions à réaction. Ils en brûlent entre 300 000 et 500 000 gallons.
La dernière fois qu'ils ont effectué une opération à courte distance, nous avons dû fournir environ 300 000 de ces gallons. Je crois que c'était dans le cadre d'un contrat avec ExxonMobil, et le carburant est arrivé par bateau. Mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez maintenir quand vous-même vous brûlez ce carburant à un rythme astronomique. Et vous allez avoir, je le prédis, et la plupart des gens à qui je parle le prédisent aussi, de vrais problèmes très prochainement avec votre propre carburant. Et vous ne pourrez pas y remédier, en tout cas pas très vite. Donc nous ne consommons pas seulement des munitions, nous consommons aussi du carburant pour avions à un rythme alarmant. Et Israël, s'il relance ses attaques avec des avions, va encore aggraver cela. Rien de tout cela ne paraît donc bon du point de vue logistique, sans même parler du point de vue opérationnel. Larry, voici le déplacement des avions de chasse, hier. Voici la vidéo. Tous ces avions qui vont en Iran et qui frappent certaines cibles dans le sud et dans l'ouest de l'Iran, ils viennent, je ne sais pas, pour la plupart d'Allemagne, et certains de plus loin encore. Eh bien, d'après ce que je comprends, ce sont des avions C-17, qui ne sont pas des avions de combat. Ils transportent du matériel, du personnel. Certains étaient sûrement aussi des vols d'évacuation médicale. Regardez ceux qui font des allers-retours depuis la Jordanie. Ils transportent donc des blessés. Oui, je suis d'accord avec Larry là-dessus. Je n'arrive pas à imaginer que ces pays, de manière générale, autoriseraient le survol de leur territoire par des avions américains allant attaquer. Peut-être que certains le feraient. Peut-être la Bulgarie, sous son gouvernement actuel, qui défie sa population et fait certaines des choses qu'il fait. Mais que ce soit au départ de Ramstein, de Lakenheath ou de n'importe où ailleurs, je n'imagine pas qu'ils seraient ravis d'autoriser le survol d'avions armés. Peut-être que si. Enfin, l'OTAN, Sean, ils peuvent être aussi stupides que n'importe qui d'autre. Colonel, ils ont envoyé des bombardiers B-1 depuis le Royaume-Uni vers la région. En termes de capacité, Larry a dit que peut-être ce soir, ils allaient attaquer l'Iran de manière massive. Comment analysez-vous la combinaison avec les bombardiers B-1? Je n'ai jamais entendu dire que des B-2 ou des B-52 en feraient partie. J'imagine qu'ils ont ces avions de chasse ou ces chasseurs dans la région. Alors quel est l'intérêt d'y envoyer ces B-1? Quelle est l'option envisagée? Comment faut-il le comprendre? Parce que, si je comprends bien, ils ne sont pas aussi déterminants que les B-2 et les B-52. C'est une question intéressante. La dernière fois que j'ai eu une connaissance très directe de l'utilisation des B-1, c'était en Irak, lors de la Première Guerre, en 1990. Et là-bas, on les a utilisés d'une manière pour laquelle ils n'avaient absolument pas été conçus, à part leur radar TFX et leur capacité à voler à basse altitude. Un pilote m'a dit, « Quand vous le pilotez, ne regardez pas en l'air. Parce que si vous le faites, vous allez, vous savez, vous chier dessus, tellement c'est effrayant. » Et grâce à cette capacité de vol à basse altitude, ils pouvaient utiliser leurs instruments de bord et repérer très facilement les chars irakiens grâce à leur signature thermique. Les Irakiens ont donc très vite appris à ne pas rester dans leurs chars quand ils étaient dans des remblais de protection ou quoi que ce soit de ce genre. C'était une utilisation inhabituelle du B-1. Le B-1 était conçu pour faire ça à basse altitude, avec le suivi de terrain, pénétrer en Union soviétique et larguer des bombes, y compris des bombes nucléaires. Je ne sais pas à quoi ils vont les employer ici. Je n'imagine pas qu'ils vont faire du suivi de terrain. J'imagine qu'ils vont larguer depuis l'altitude, comme les B-52 vont le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On largue des bombes planantes. On largue des munitions guidées, des JDAM. Qu'est-ce qu'on largue?
directed munitions, JDAMs, what are we dropping? Is it precision munitions or are we just dropping? S'agit-il de munitions de précision ou est-ce qu'on largue simplement des bombes conventionnelles? Je n'en sais rien. Mais ça n'a pas beaucoup de sens, à moins d'avoir des renseignements de ciblage extrêmement précis et de viser autre chose que ce qu'ils ont visé jusqu'ici, c'est-à-dire, pour l'essentiel, des cibles relevant de crimes de guerre. Si vous vous attaquez aux infrastructures civiles et à ce genre de choses, alors d'accord, très bien. Sauf que, pour moi, et pour la plupart des gens dans le monde aujourd'hui, c'est un crime de guerre. Donc je ne sais pas ce que nous faisons. Je n'en ai aucune idée, si ce n'est essayer de faire ce que Trump a dit et ce que Hegseth a déclaré au Congrès, tout anéantir en Iran jusqu'à ce qu'ils se rendent. Larry, j'ai regardé les cibles hier. La plupart se trouvent dans l'ouest de l'Iran, dans une province appelée le Khuzistan. Ils ont attaqué Avaz, Andimeshk, Bandar Abbas, Khorramabad, là encore dans l'ouest de l'Iran. Et puis on voit aussi la région du sud de l'Iran. Ils répètent les mêmes cibles. D'une certaine manière, j'ai l'impression que ces 2 derniers jours, ils se concentrent surtout sur l'ouest de l'Iran. Et ça, ce sont les attaques iraniennes. Quant aux attaques américaines contre l'Iran, les attaques iraniennes se concentrent surtout sur le Koweït. Nous avons aussi eu quelques attaques en Jordanie, mais la plupart ont eu lieu au Koweït. La situation devient, je ne sais pas combien d'armes ils ont au Koweït, ni combien de cibles ils y ont, parce qu'ils frappent le Koweït. Et hier, nous avons eu quelques manifestations au Koweït. Des gens descendent dans la rue contre le gouvernement, ce qui montre à quel point la situation devient critique pour le gouvernement koweïtien. Eh bien, permettez-moi d'abord de revenir sur le cas des bombardiers B-1 pour que tout le monde comprenne bien, parce que je pense qu'il y a eu, j'ai vu ça sur d'autres chaînes, de la désinformation. Quelqu'un dit « Oh, le bombardier B-1 ne peut pas emporter de bombes anti-bunker. » C'est l'unique appareil de la flotte de bombardiers américaine capable d'emporter la charge la plus lourde. Il peut emporter une charge plus importante que le B-52. Le bombardier B-2, lui, a environ la moitié de la capacité d'emport du B-1. Donc le fait qu'ils utilisent des B-1, et ce sont ceux qui ont le plus de chance, ceux qui sont le plus capables d'échapper aux défenses aériennes, y compris au S-400, ça ne veut pas dire qu'un S-400 ne pourrait pas en abattre un, mais c'est très peu probable. C'est donc celui qui peut opérer assez librement. Le B-52 n'est pas du tout dans la même catégorie. Enfin, bon Dieu, c'est un appareil qui a essentiellement 75 ans, maintenant. Il a été modernisé au fil du temps. Donc, en ciblant ces objectifs, on a l'impression qu'ils essayent, si vous voulez, d'affaiblir la partie occidentale de l'Iran. Et je crois que l'administration Trump envisage de plus en plus sérieusement une opération terrestre. Ce serait insensé, surtout à cette période de l'année, en été. Mais ils se sont convaincus que c'était le seul moyen de, je cite, « vaincre l'Iran ». Et j'ai fait quelques comparaisons. Enfin, vous et moi, nous en avons parlé hier. Vous savez, l'île de Keshm fait la taille d'Okinawa. Or, si l'on compare avec la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont eu besoin de 190 000 soldats pour prendre Okinawa. Et d'après ce que je comprends de la topographie de l'île de Keshm, elle est encore plus accidentée que tout ce qu'on trouve à Okinawa. Et puis il y a l'île de Karg. Ironie du sort, l'île de Karg fait presque exactement la même taille qu'Iwo Jima. Et vous savez, nous y avons subi, les soldats américains y ont subi environ 28 000 pertes chez les Marines américains. Excusez-moi, appelez les Marines des soldats, ça me vaut des ennuis. Mais les Marines ont subi 28 000 pertes. Et vous savez, c'est devenu une bataille emblématique.
Donc, vous savez, l'idée qu'on va essayer de déployer des troupes sur l'une ou l'autre de ces îles, je ne pense pas que ça se transforme en bataille emblématique, pour ainsi dire. Ça pourrait être l'un de ces désastres qui entrent dans l'histoire. Vous savez, à mettre au même rang que Gallipoli. Le problème, c'est qu'en ce moment, la fièvre guerrière s'est de nouveau emparée de Trump. Et ça dépend, vous savez, du jour où vous lui parlez, du sujet en question. Un jour, c'est le détroit d'Ormuz. Il faut les affaiblir, et c'est la mission du CENTCOM. Il faut dégrader les capacités militaires iraniennes à empêcher tout navire de transiter par le détroit d'Ormuz. Puis le lendemain, Trump a dit, le détroit d'Ormuz, on s'en fiche. On n'a pas besoin de ça. Non, il s'agit d'arrêter le programme nucléaire iranien. Et là, il dit, eh bien, si vous arrêtez leur programme nucléaire, qu'est-ce que vous fichez à bombarder toutes ces positions le long du détroit d'Ormuz et dans le golfe Persique? Donc, ils improvisent au fur et à mesure. C'est ça qui m'effraie. Vous savez, comme le colonel Wilkerson le sait bien mieux que moi, si vous menez une opération de combat, vous feriez mieux d'avoir un objectif très clair sur ce que vous essayez d'accomplir. Et ensuite, dans la planification pour atteindre cet objectif, d'avoir réuni toutes les ressources nécessaires pour y parvenir. Or, je ne vois pas que nous fassions cela ici. Et revenons au Koweït et à votre question, Nima. Le dispositif le plus sophistiqué que nous avions au Koweït était, si vous voulez, l'une des meilleures plateformes de transit de la région, voire du monde. Nous l'avons utilisé pour 2 guerres, nous l'avons rendu très complet. Il comporte presque tout ce dont vous avez besoin pour rassembler les forces et les faire avancer vers le théâtre des opérations depuis une position de relative sécurité. C'est en quelque sorte une zone de regroupement pour les opérations militaires où vous n'êtes pas exposé aux attaques de l'ennemi. Vous pouvez tout mettre en ordre. Vos ordres d'opération peuvent être présentés dans le détail jusqu'au niveau de l'escouade, de l'équipe. Vous pouvez faire tout ce qu'il faut avant d'entrer au combat. L'Iran est en train de détruire cela. Et je pense que d'après ce que j'entends, il l'a déjà détruit assez complètement. Cela signifie donc qu'il n'y a aucun endroit, comme Larry vient de le suggérer, où vous pourriez vous regrouper, vous rassembler, vous préparer, puis partir. Il n'y en a pas. Vous allez donc devoir partir de zéro. Vous allez devoir le faire depuis le cockpit d'un Osprey ou d'un Black Hawk ou de tout autre moyen de transport que vous utiliserez. C'est comme ça que vous allez devoir procéder. C'est difficile. Demandez à n'importe lequel des gars en Afghanistan qui ont été contraints, par exemple, par Stanley McChrystal, lorsqu'il commandait là-bas, d'aller dans des zones extrêmement éloignées et de faire ce genre de choses depuis un Chinook ou un autre aéronef, très probablement un Black Hawk. C'était un Black Hawk à plusieurs reprises. Ils se sont fait laminer plusieurs fois parce qu'il faut faire toute la planification, le briefing de l'équipe et tout le reste en route en quelque sorte, dans l'appareil dans lequel vous volez. Vous n'avez pas le temps de descendre au sol, de vous rassembler et de vérifier que tout le monde comprend la maquette de terrain et la carte et peut vous faire un compte-rendu en retour. Vous dire exactement quelle est sa composante de mission et comment il va l'accomplir. Vous n'avez pas ça. Boum, vous êtes dedans et vous êtes mort ou brûlé ou peu importe. Ce n'est pas ainsi qu'on veut mener une opération sur un terrain où l'on n'a jamais mis les pieds de sa vie. Carl, concernant l'invasion, pensez-vous que s'il décide de la lancer, comme Larry l'a évoqué, elle aura lieu à la fois dans le sud et dans l'ouest de l'Iran? Je pense que Larry a raison. Les bombardements semblent préparer cela. Et je pense qu'il y a aussi une autre raison. Je ne connais pas très bien les systèmes de guerre électronique du B-52. Je sais qu'ils ont été considérablement modernisés au fil des ans,
avec des contre-mesures électroniques assez performantes. Mais je ne pense pas qu'ils veuillent survoler une quelconque partie de l'intérieur de l'Iran, si vous voulez, plus loin ou plus longtemps que nécessaire. Je pense qu'ils veulent lancer des choses depuis une zone déjà largement pilonnée et bombardée, qu'ils considèrent comme relativement sûre à cet égard. En plus, je pense qu'au-delà de préparer le terrain pour une éventuelle opération terrestre, ils pensent que c'est là que se trouve un nombre considérable de sites de lancement de missiles balistiques. C'est sur ces, comment était-ce, 1800 milles? Je crois qu'Ahmadinejad m'avait dit que l'Iran possédait 1800 milles de côtes sur le Golfe. Si l'on tient compte des méandres, des sinuosités et de tout le reste, ce n'est pas à vol d'oiseau, c'est le littoral. Et quand on regarde ça, je pense qu'ils estiment qu'une grande partie des... Et peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que leurs renseignements, les renseignements israéliens, leur disent que c'est là que se trouvent beaucoup des lanceurs qui causent le plus de dégâts. Je ne le sais pas, mais ce serait une autre raison de bombarder cette zone. Larry, s'ils font ça, ils doivent utiliser le territoire irakien, ou pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? L'invasion venant de la partie occidentale de l'Iran. Vous voulez dire une invasion terrestre? Oui, enfin oui. Eh bien, encore une fois, il pourrait essayer de... Vous savez, il y a 3 façons d'envoyer des troupes dans un pays, ou plutôt 4. La première, c'est de partir du sol et de franchir la frontière. Donc pour faire ça, oui, il faudrait qu'ils soient en Irak. Or, comme le colonel Wilkerson l'a justement souligné, il n'y a pas en Irak de point de rassemblement où l'on pourrait regrouper 200 000, 300 000 soldats. Et rappelons que, pour l'invasion de l'Irak en 2003, nous avions engagé au départ 165 000 à 170 000 hommes. Ils avaient été regroupés au Koweït et en Arabie saoudite. We used 165, 170,000 initially, and those were gathered in Kuwait and Saudi Arabia. Once you start amassing forces, dès que vous commencez à concentrer des forces au même endroit, comme il l'a souligné, elles deviennent une grosse cible bien visible aujourd'hui, avec les drones et les missiles balistiques à courte portée. En 2003, ils s'inquiétaient des Scuds, mais les Scuds ont été plutôt inefficaces. In 2003, they were worried about Scuds, but the Scuds were a bit of a dud. You know, they weren't really that capable, and they certainly. Ils n'étaient pas vraiment si performants et ils n'étaient certainement pas précis. C'était un peu du tir à l'aveugle. On tire, on espère que ça ira quelque part, mais on ne sait pas vraiment où ça va tomber. Donc, il resterait une opération amphibie où l'on débarquerait des troupes depuis des navires. L'armée de terre peut effectuer des débarquements amphibies, mais les marines, c'est censé être leur spécialité. Vous n'allez pas faire entrer des navires dans le golfe Persique en passant le détroit d'Ormuz pour faire ça. Donc le seul endroit où ils pourraient le faire, ce serait plus au sud, vers Chabahar. Et il reste alors 2 options. Soit larguer des parachutistes, soit les transporter par avion et les faire atterrir. Ils sortent alors en masse par l'arrière d'un avion. Mais là, vous vous heurtez tout simplement à la logistique. Combien de soldats, avec ce qu'on appelle leur charge de combat, c'est-à-dire équipés de nourriture, d'eau, de munitions, de fusils ou de mitrailleuses, de grenades à main, de tout ce dont vous aurez besoin pour aller au combat? Environ 4-20 kilos. Oui. Enfin, vous savez, c'était l'une des choses qu'ils imposaient quand j'ai suivi la formation paramilitaire de la CIA. Ils avaient affaire à un groupe de gens qui n'avaient pas l'expérience du Vietnam et ils voulaient s'assurer que chacun comprenne ce que cela représente de demander à quelqu'un de porter une charge de combat. Alors, on devait en porter une. Et quand vous marchez avec environ 45 kilos sur le dos et que vous devez gravir et redescendre des montagnes à pied, ce n'est pas facile.
mais le nombre total de soldats équipés en charge de combat qu'un simple C-130 peut transporter n'est que de 92 à 96. Dans un C-17, je pensais que ce serait bien davantage. C'est 126, du moins d'après les sources que j'ai consultées. Donc, ce dont vous parlez, c'est de déployer une force importante, quelle qu'elle soit. Pas seulement, vous savez, un élément de la taille d'une compagnie, 150 hommes, contre une cible comme l'île de Karg, qui fait la taille d'Iwo Jima. Sur une carte, quand on la regarde en ligne, elle paraît petite. Mais une fois qu'on a les pieds sur le terrain, ce n'est pas un endroit dont on peut faire le tour en courant en 1 heure. Donc, toute l'idée même d'opération terrestre comporte énormément d'obstacles différents. Et si l'on ajoute à cela la chaleur de l'été, avec des températures qui dépassent les 115 degrés Fahrenheit, soit 51 degrés Celsius, il faut avoir de l'eau. Je veux dire, encore une fois, si vous n'avez jamais été confronté à ce genre de chaleur en portant une lourde charge, vous ne pouvez pas comprendre à quel point on transpire. Et quand on transpire, il faut remplacer ces liquides, pas seulement avec de l'eau, mais aussi avec des électrolytes. Sinon, on devient inopérant au combat. Alors, comment réapprovisionner les troupes? Disons qu'ils ont 2000 hommes au sol. Vous savez, ça fait une sacrée quantité d'eau, ne serait-ce qu'en poids. Vous allez faire quoi? La parachuter. Et tout ça suppose que nos avions peuvent entrer et sortir librement de cet espace aérien et que l'Iran ne va rien faire. Vous savez, du point de vue de la planification militaire, c'est un cauchemar. Je peux vous le dire, Larry a raison sur la charge de combat. Tout bon GI ou marine emporte 2 fois ce que le tableau d'organisation et d'équipement prévoit qu'il emporte. Ils prennent des munitions supplémentaires pour les mitrailleuses, des obus de mortier en plus, davantage d'eau, tout ce que vous voulez. Ils vont emporter toutes sortes de choses en plus. Donc quand vous portez autant de poids, vous avez encore plus besoin d'eau, surtout dans un environnement de forte chaleur. Et Larry a raison. Où allez-vous la trouver? Comment allez-vous l'acheminer jusqu'aux troupes sans vous faire massacrer? Ça n'a tout simplement aucun sens. Tous les scénarios que vous pouvez imaginer pour la côte sud de l'Iran, ou d'ailleurs pour la côte ouest de l'Iran, sur le Golfe, tous les scénarios compte tenu du terrain, de la chaleur, de l'expérience, des charges à porter, des voies d'accès, sont absurdes. Et Hegseth, je parie qu'à l'instant même, il serait incapable de vous expliquer quoi que ce soit de tout ça, si vous le faisiez asseoir et le soumettiez à un interrogatoire serré. Ken non plus. Aucun des deux. Ne nommez jamais un officier de l'Air Force président des chefs d'état-major interarmés. Je cite Colin Powell. Oui. Parce que le champ de bataille est souterrain, pas aérien. Bingo. Bingo. Exactement. Exactement. Tout ce que les officiers de l'Air Force savent faire, c'est quoi là en ce moment? Larguer des bombes. Larguer des bombes. Je ne dénigre pas les officiers de l'Air Force, ils ont leur place sur le champ de bataille. Mais en tant que soldat, en tant que GI, et en tant qu'homme ayant passé 12 ans chez les Marines, je vais vous le dire tout de suite, et c'est au moins la philosophie des Marines. Il vous faut des gens dans les airs qui comprennent ce qui se passe au sol. Parce que si les gens dans les airs ne comprennent pas ce que vit ce marine au sol, vous n'aurez pas d'appui aérien rapproché. Vous n'aurez pas un bon soutien aérien de manière générale. Et vous allez perdre. Et je ne sais pas à quel point on s'est éloigné de ça. Mais dans l'armée de terre, je sais qu'on a une Air Force au sein même de l'armée. Donc c'est un autre problème. On a des pilotes d'Apache qui traversent l'océan et mettent leurs patins dans l'eau. Oui. Le fait est que la guerre en Ukraine dure depuis on approche des 5 ans de guerre. Et tout tourne autour de ça. On ne voit pas tant que ça l'armée de l'air à l'œuvre en Ukraine.
Well, you do for the Russians. Les Russes ont la maîtrise de l'air. I'd say the Russians. Je dirais qu'ils ont pratiquement la supériorité aérienne locale, voire une supériorité aérienne totale. Et s'ils ne l'ont pas totalement, c'est parce que n'importe quel imbécile peut abattre un avion de temps en temps, surtout quand le champ de bataille est jonché de systèmes de détection. Littered with instrumentation, therefore. Maybe they feel differently, Larry. Peut-être qu'ils le voient autrement, Larry. Vous, comment vous analysez ça? Parce que d'habitude, l'administration Trump regarde même ce que Joe Biden a fait au Yémen et se dit « ils ne font rien, ils ne font pas du bon travail contre le Yémen. Nous, on va le faire à notre manière. » Et ils y sont allés. Peut-être qu'aujourd'hui, avec l'invasion, ils diraient « non, nous allons avoir notre propre méthode pour envahir l'Iran. » Et nous le ferons essentiellement avec l'aviation ou avec un petit groupe de forces au sol. Oui, vous savez, je suis assez âgé, et grâce aux expériences que j'ai vécues, j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'amis. L'un de mes vieux amis était un jeune ranger en 1980, lors de l'opération Eagle Claw. C'était à l'époque où, vous savez, on en était encore au début. La Delta Force venait tout juste d'être créée. Il n'avait pas vraiment encore de Task Force 160 spécialisée, connue sous le nom de Night Stalkers. C'est une unité d'hélicoptères conçue pour transporter des forces d'opération spéciales qui n'avaient pas encore réellement été mises sur pied, ou alors en étaient vraiment à ses tout débuts. Ils avaient donc une sorte d'assemblage improvisé de matériel différent. Mais enfin, lui était sur le terrain quand une tempête de poussière s'est levée. Un C-130 était arrivé et ils avaient aussi des hélicoptères. Et l'un des hélicoptères est entré en collision avec l'avion. Et j'ai oublié si ça en a tué 4 ou 6. Mais ils ont dû annuler l'exercice à ce moment-là. Ils n'en avaient pas assez. Ils ont dû annuler l'opération. Elle était conçue pour mener un sauvetage des otages à Téhéran. Et nous avions aussi, il y avait des membres d'une unité. À l'origine, elle s'appelait Lisa. Eux aussi étaient sur le terrain, à Téhéran, prêts à aider pour le transport et ce genre de choses. Mais vous savez, l'opération a échoué. Mais vous savez, je connais ces gens depuis des années et je sais quelles sont nos capacités en matière d'opérations spéciales. Et écoutez, ce sont des gens extraordinairement compétents. Les forces d'opération spéciales ont un niveau de compétence et de motivation supérieur à celui de vos forces conventionnelles habituelles, l'armée de terre, l'armée de l'air ou les marines. Encore une fois, ce n'est pas pour les dénigrer, mais ces gens qui sont passés par ces différents processus de sélection, ils sont à un autre niveau. Mais même avec toutes ces compétences, toutes ces capacités, ça reste des êtres humains. Ils saignent, ils meurent, et ils ont besoin d'eau. Ils peuvent peut-être supporter un inconfort physique plus longtemps que la moyenne des gens. Mais au bout du compte, on ne peut pas échapper à son corps. Le corps se dégrade, et ils n'ont pas de pouvoir magique pour résister à la chaleur. 115 degrés, peu importe qui tu es, ça peut te tuer. C'est pour ça que je dis ça. Beaucoup de gens que j'entends parler de faire ça sont des gens qui ne l'ont jamais fait, qui n'ont jamais eu à se retrouver dans cette situation et à devoir vraiment le faire. Ils ont regardé suffisamment de films hollywoodiens et ont décidé que ça leur donnait une expertise. Je tiens simplement à souligner que mon ancien commandant en seconde compagnie mécanisée a commandé le 160e régiment d'aviation des opérations spéciales. Et je peux vous dire que cela a été démontré de manière assez concluante au Venezuela, d'après les briefings que j'ai reçus. Ils sont très bons. Ils sont extraordinairement meilleurs que ce groupe hétéroclite de gens réunis pour Eagle Claw dans les déserts iraniens. Nous avons tiré beaucoup de leçons. Mais il vous dirait aussi qu'ils ne sont pas des surhommes.
Et même s'ils peuvent l'afficher, le mettre sur des logos et tout ça, ils le savent. Ce sont des gens intelligents, probablement les plus intelligents de l'armée. Et je n'arrive pas à imaginer ce groupe de personnes, quelle que soit sa configuration, accepter une opération bricolée à la va-vite, comme celle que Larry, à mon avis, a très bien décrite, et qui est probablement la réalité, je le sais, parce que vous ne faites que les sacrifier. C'est tout ce que vous faites. On n'est pas au Venezuela. Oui, vous savez, ça me rappelle encore une fois que j'ai eu de la chance. J'ai eu des mentors dans la vie. L'un d'eux était le dernier O6, le dernier colonel à avoir commandé le Soken. Il a pris sa retraite environ 1 mois avant la guerre du Golfe, en 1990. Il a essayé de reprendre du service, mais Schwarzkopf le détestait. Il s'appelait Larry Dugan. Et Dugan a en fait rédigé le JOPES, toute la planification. Enfin, c'est lui qui a écrit ce foutu truc. Discuter avec lui, c'était comme discuter avec un spécialiste du Talmud. Et puis, mon supérieur direct au département d'État, Dominic Richard Aloysius Gannon, était un colonel des marines à la retraite. Il avait commandé le 5e régiment de marine et effectué 2 missions au Vietnam. Tous les deux ont donc été des hommes très importants dans ma formation et dans ce qu'ils m'ont appris. Mais vous savez, je me souviens de l'histoire de Dick. Il était arrivé au département d'État juste avant l'opération à la Grenade. Et pendant cette opération, le département d'État a dit « Oh, il nous faut absolument ces Navy SEAL pour mener cette mission. » Donc vous savez, Dick était l'agent de liaison et il a fait remonter cette demande dans la chaîne de commandement via le département de la Défense. Ces SEALs sont partis et ils se sont noyés. Alors, quand Dick a reçu la nouvelle, il est retourné auprès de la cellule de crise du département d'État, auprès de ses responsables. Enfin, c'était les hauts responsables du département d'État à l'époque. Et il a dit, écoutez, il y a eu, vous savez, voilà le résultat. Donc ils vont envoyer une autre équipe. Et les gens du département d'État ont dit « Ah, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas si grave. » Et il a presque fallu le maîtriser, parce qu'une telle désinvolture à l'égard de la vie des soldats, des marines, des marins, ça se voyait rien que dans ça. Vous savez, il donnait des ordres sans comprendre le coût humain au bout de cet ordre. Et donc, vous savez, ça m'est resté toutes ces années. Mon Dieu, ça fait maintenant presque 40 ans. Carl, il y a 2 rapports. Les nouveaux sondages montrent que la guerre en Asie de l'Ouest n'est pas populaire auprès des Américains. Vous pensez? 26% contre 69%. Vous pensez oui? 26% to 69%, you think? Mais Donald Trump ne le croit pas. Il a dit que les gens me soutiennent dans cette guerre. Le juge Napolitano a fait une remarque acerbe hier, je crois. Il a dit « Je veux rencontrer l'un de ces 26%. Je n'en connais aucun. » C'est une suggestion très très importante, je pense. Parlez avec ces gens. Qu'en pensent-ils? Parce que Carl, si je dis ça, c'est que concernant l'invasion terrestre, supposons-le, il faut penser à ces gens. Parce que s'ils veulent lancer une invasion terrestre en Iran, cela veut dire qu'ils sont prêts à sacrifier leurs forces. La question suivante devient alors, vont-ils obtenir davantage de soutien grâce à ces sacrifices qu'ils vont consentir? Eh bien, vous savez, mon inclination en tant que soldat et marine, j'ai pris ma retraite des 2 corps. C'est montrer l'exemple, mec. Montrez l'exemple. Prenez ce fusil en main et montrez l'exemple. Tom Cotton, montrez l'exemple. Ted Cruz, montrez l'exemple. Vous tous, fils de pute bellicistes, montrez l'exemple. Allez-y. Et si vous êtes trop vieux, envoyez votre fils ou votre fille. Ah, vous voulez pas faire ça non plus?
Ah là, vous montrez votre vrai visage. Parce que ce sont les guerriers de salon qu'on a aujourd'hui, surtout au Congrès. Mais il y en a partout. Regardez John Bolton. J'ai eu une conversation avec John Bolton sur le fait de lui mettre un fusil et une baïonnette entre les mains et de l'envoyer en Corée. Ces gens ne veulent pas faire ça parce qu'ils sont pas remplaçables. Ils sont tellement précieux pour la réflexion, tellement précieux pour le complexe de la sécurité nationale. Mais ils enverront votre fils ou votre fille à n'importe quel moment. Dans une guerre comme celle-là, vraiment, et quand j'écoute Hegseth ces derniers jours devant le Congrès, avec Jon Ossoff et d'autres qui le démolissent, ça ne fait que renforcer ce sentiment chez moi. C'est inadmissible ce que nous faisons aux hommes et aux femmes des forces armées. Et je pense que nous le faisons les yeux fermés, parce qu'il n'y a pas de véritable expertise au sommet. Ni chez le commandant en chef, ni au ministère de la Défense, ni chez le président des chefs d'état-major interarmés, et apparemment pas non plus parmi les officiers supérieurs de l'armée de terre ou du corps des marines, tout en haut de la chaîne de commandement. Parce que quelqu'un devrait se lever et dire « ça suffit, je ne participerai plus à ça, parce que je ne vais pas tuer ces jeunes hommes et ces jeunes femmes pour rien. » Oui, Larry, c'est peut-être la seule manière dont ils peuvent, dans leur esprit, obtenir du soutien pour cette guerre israélienne contre l'Iran que les États-Unis mènent. Et ce n'est pas Israël, comme nous le savons. Et c'est leur ultime, leur dernier recours. Sacrifier des gens avec l'invasion terrestre et obtenir du soutien pour la guerre israélienne. Eh bien, vous savez, j'ai entendu certains avancer que si nous subissons des pertes, cela va soudainement mettre le public américain en colère et créer un soutien en faveur de la poursuite de la guerre. Ceux qui disent ça n'ont pas vécu l'époque du Vietnam. Moi, j'étais adolescent et j'ai eu 18 ans en 1973. Donc j'en ai connu la toute fin. Ma génération n'était plus appelée sous les drapeaux ni envoyée au Vietnam, parce que nous nous étions déjà retirés. Mais à mesure que les pertes s'accumulaient, le soutien aux États-Unis diminuait. Ce n'était plus cet enthousiasme du genre « Oh oui, allons-y, faisons ça ». Je pense donc que c'est l'une des raisons pour lesquelles le Pentagone continue de dissimuler les pertes et de les sous-déclarer. Parce que si les Américains connaissaient toute l'ampleur de la situation, il y aurait encore davantage d'opposition à cela. Trump. Trump est désormais une combinaison du capitaine Achab poursuivant Moby Dick et du capitaine Quigg dans Ouragan sur le Cane. Un mélange assez intéressant de ces deux personnages. Mais son obsession va le détruire. Ce que Larry vient de décrire, Nima, c'est ce qui a poussé Richard Nixon, avant d'être contraint de quitter ses fonctions, à créer la commission Gates et à dire au bout du compte, de façon très politiquement motivée, « Oh oui, une armée moderne de volontaires, une force entièrement composée de volontaires, oui, ce serait parfait, ce serait formidable. » Pourquoi? Parce que l'une des raisons pour lesquelles le peuple américain en a eu assez du Vietnam, c'était que leurs fils et leurs filles, qui avaient été appelés sous les drapeaux, mouraient au Vietnam. Aujourd'hui, on entend ce genre de choses. Et j'ai entendu ces mots, je ne peux pas les vérifier avec certitude, mais ça ne me surprendrait pas, venant d'un certain nombre de personnes dans cette administration. Je peux vous dire que je les ai entendus dans des administrations précédentes. C'est pour ça qu'ils se sont engagés. Vous savez, vous allez là-bas et vous mourrez. C'est pour ça que vous vous êtes engagés. C'est pour ça qu'on vous paie. Vous êtes un mercenaire. Allez là-bas et mourrez. Et ils savent très bien que moins de 1% des Américains servent dans nos forces armées. Et ils savent très bien que ce ne sont pas les riches et les célèbres qui y servent, ni leurs fils, leurs filles, leurs frères, leurs sœurs, ou qui que ce soit de leur entourage.
Ce sont essentiellement les Américains du tiers inférieur de la société, ou encore plus bas, qui servent dans les forces armées. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'immigrés parmi eux. Certains ont été pris pour cible par l'ICE, qui a essayé de les expulser du pays alors qu'ils étaient en service. C'est ça qui compose cette armée aujourd'hui. Et je ne la dénigre pas tant que ça. J'accuse plutôt le pays d'être ignoble dans la façon dont il traite ces gens qu'il envoie avec tant de désinvolture dans ces guerres stupides et insensées. Larry, Donald Trump a déclaré qu'il allait utiliser les avoirs iraniens gelés pour cette guerre, pour en financer le coût. Et voici ce que le ministre iranien des Affaires étrangères a répondu à Donald Trump. Saisir les avoirs d'un autre pays pour payer de futures réclamations sans lien avec eux crée un précédent incendiaire. Ceux qui se réjouissent de ces fonds ou en tirent profit devraient se souvenir que, dès lors que les gouvernements normalisent la confiscation, les avoirs de personnes ne sont en sécurité. Le chaos qui s'ensuivra ne sera ni beau ni pacifique. Ce n'est pas nouveau, Larry, quand il s'agit des avoirs gelés et de leur utilisation. Il parlait des avoirs russes gelés pendant la guerre. Une partie de ces avoirs gelés, au moins les intérêts qu'ils génèrent, a été utilisée ou envoyée par les Européens à l'Ukraine pour aider l'Ukraine. Et c'est un enjeu, pas seulement pour l'Iran, pour la Russie et peut-être à l'avenir pour la Chine. Cela renvoie à une question plus large sur ce qui se passe avec les États-Unis. Vont-ils être raisonnables? Vont-ils être plus logiques, plus rationnels? Ou vont-ils devenir totalement irrationnels en créant ce genre de chaos? À mon avis, ce serait sans précédent par ses répercussions sur la perception mondiale du rôle des États-Unis. Eh bien non, je veux dire ça a déjà changé. Tout le fondement de l'ordre financier international mis en place après la Seconde Guerre mondiale, avec Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, et ainsi de suite, et même avec le pétrodollar, repose sur l'idée que vos avoirs ne peuvent pas être saisis. Qu'il existe un droit, des lois qui encadrent ce qui peut être fait des avoirs d'un pays. Qu'il y a, un respect de la propriété privée. Vous savez, c'est l'un des points par lesquels, historiquement, le capitalisme a toujours cherché à se distinguer du communisme. Au moins, nous respectons et protégeons la propriété privée. Les communistes veulent tout saisir. Ils ne respectent pas la propriété privée. Voilà. Donc, ce qui a commencé lorsque les États-Unis ont saisi des actifs russes et qu'ils ont continué à saisir des actifs iraniens, c'est qu'ils ont désormais créé non seulement une incitation, mais aussi, du fait de cette incitation, une nouvelle infrastructure. Une nouvelle infrastructure financière est en train d'émerger en dehors du contrôle des États-Unis. Et la Chine et la Russie en sont les principaux architectes. Le yuan chinois va, je pense, constituer en quelque sorte l'un de ces fondements financiers. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la Chine achète tout cet or et lie sa monnaie à l'or. Elle devient une valeur refuge alternative. Mais surtout, la Chine et la Russie ne volent pas vos actifs tout en revendiquant une quelconque supériorité morale pour le faire. Ce sont donc les États-Unis qui, par leurs actions, détruisent leur propre système financier. Ce qui a fait leur puissance et leur a donné de l'influence dans le monde, ils sont maintenant, en gros, en train de le détruire. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Et parfois, je pense que Donald Trump a un objectif. Ce n'est pas un objectif que j'approuverais ou que je défendrais, un objectif dont je serais fier, ni un objectif que j'aimerais présenter au peuple américain. Mais je pense que Donald Trump a un objectif, et je pense que c'est de détruire les États-Unis d'Amérique. Je le pense vraiment. Il fait tellement de choses en ce sens. Voilà ce que Dennis disait dans le rapport dont je vous parlais. La Fed est désormais en mode sauvetage total, sans effet sur les taux. Et il poursuit en parlant de ce que fait Bessent, de ce que fait la Réserve fédérale,
et de ce que cela signifie pour le dollar. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, les émet en volume croissant auprès des banques et des fonds. La Fed cherche donc à empêcher ces taux d'intérêt de monter en valeur et par conséquent de baisser. Est-ce que ça a marché? Ou au moins, comme dirait Trump, est-ce que c'est très respecté? Pas du tout. Le taux d'intérêt des bons du Trésor à 1 an n'a cessé d'augmenter au cours des 6 mois écoulés depuis février. Il atteint aujourd'hui 4,14%. Avec la hausse des autres taux du Trésor, le taux des fonds fédéraux, lui, reste dans une fourchette de 3,5 à 3,75. Donc, malgré le numéro de Kevin Warsh, le nouveau président de la Fed, sur le changement du mandat de la Fed et d'autres commentaires incompréhensibles, le comité fédéral de l'Open Market va probablement devoir relever le taux à court terme. Encore et encore et encore. On ne fait que gérer notre propre déclin. Et je dois dire que Larry a raison. La Chine est là, à se lécher les babines. Merci beaucoup, Carl et Larry. Larry. Great pleasure. C'est toujours un grand plaisir. Faites vivre un enfer à la bande de la Rouche. Bon les gars, à plus tard, salut, à bientôt, prenez soin de vous. Au revoir. Bye bye. Bye bye.